Bonsoir. Non, mais il faut faire un peu. Je vous remercie à tous et à toutes d'être là. Ce sont des vœux simples qu'on va faire. Simplement, une petite histoire de ce qui s'est passé en 2024, année qui a été quand même riche et chargée. Donc, je vais vous le faire en 4 phases. L'international, les dom-tom, l'hexagone et le local. Et à chaque fois, je vais essayer de décliner, je dirais, tout ce qui est, d'une part, la paix à chaque échelon, le dérèglement climatique. Je vais effectivement ensuite parler plutôt de l'économie. Et enfin, pour le local, la Charente, j'essaierai de développer un peu plus. Alors, sur l'international, le premier conflit, vous le connaissez, c'est le conflit russe qui dure maintenant depuis pas mal de temps. Il y a quand même aujourd'hui, de mémoire, 1 million de morts et de blessés. Donc la position de la France insoumise, c'était de dire, dès le départ, il faut négocier avec Poutine pour éviter d'en arriver là. Bon, bah, on en est arrivé là, et aujourd'hui, avec Trump, peut-être que ça va s'arranger, mais on n'en est même pas sûr. L'envie d'envoyer des troupes démange quand même notre président, et je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Ensuite, au Moyen-Orient, bah, vous le savez, c'est Lancet qui vient de sortir un chiffre qui fait peur, qui fait froid dans le dos, parce qu'on n'est pas à 45 000, mais on serait à 220 000 morts et blessés donc à Gaza, et c'est quelque chose de terrible. Donc ça, c'est à garder dans votre tête, et dans cette histoire de paix, puisqu'on parle de la paix dans le monde, nous on porte ce message de paix. Il y a quand même l'élection de Trump qui est venue bousculer un petit peu tout ça, qui va certainement impacter ces deux conflits. Et surtout, Trump, ça ne le dérange pas, lui, de dire au Canada, bah, vous êtes le 51e État. Et ça ne l'empêche pas de dire, bah, on veut récupérer le Groenland. Et ça ne l'empêche pas de dire, on veut récupérer le canal de Panama. Donc on a quand même un problème avec ce monsieur, c'est que sa volonté impérialiste, il l'exprime sans filtre, sans rien, et on va devoir gérer ça. Le dérèglement climatique, on a regardé avec les collaborateurs, et des incendies, il y en a eu partout autour de l'équateur, entre les deux tropiques. Et on n'en a pas beaucoup parlé, c'est devenu une banalité chez les gens d'avoir autant de feux. Le dernier en date, c'est celui de Californie qui a fait des vrais dégâts. Donc on a un souci là de dérèglement climatique qui commence vraiment à se voir, à se ressentir. Je suis désolé, je vais essayer de finir par une note positive, mais en attendant, je vous donne un chiffre qui fait peur. Le GIEC en 2100 avait prévu 1,5 degré d'augmentation de la température post-industrielle. En 2025, nous l'avons atteint avec 75 ans d'avance. Donc, c'est pas rien. Il faut s'attendre à davantage, je dirais, de réchauffement, donc d'évaporation, et donc, effectivement, des cyclones qui vont dévaster toutes nos infrastructures. Bienvenue dans un monde où, effectivement, on va vous livrer les clés de la France et vous allez vous débrouiller, vous les jeunes. Mais bon, c'est pas très sympa. En économie, au niveau international, ce qu'il faut savoir, les événements de 2024 qui sont très importants, c'est la consolidation de ce qu'on appelle les BRICS. Donc Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Juste avec cela et 5 pays supplémentaires qui sont rentrés dedans, il faut que vous sachiez que ça représente la moitié de la population mondiale et 35% du PIB mondial. Donc on n'en parle pas beaucoup, mais cette histoire de BRICS, puisqu'il y a 10 pays au lieu de 5, avec 23 pays qui veulent rentrer dedans. Donc il va y avoir l'hégémonie du dollar qui va être impactée, et si l'hégémonie du dollar est impactée, ça va mettre en tension, je dirais, la volonté d'avoir un ordre mondial dirigé par les États-Unis. Donc on arriverait à la fin de l'ère Reagan-Thatcher, et on ne sait pas vers quoi on va aller. Donc ça, il faut l'avoir en tête.
Et enfin, dernière chose au niveau international, et je m'arrêterai là sur l'international, c'est le traité de libre-échange Mercosur. Donc sachez qu'on a été les seuls au mois de juin à ne pas voter à l'Assemblée nationale. On a été montrés du doigt comme des vilains petits canards. Et qu'est-ce qui s'est passé? Madame van der Leyen est arrivée là-bas, en Amérique du Sud, et elle a signé le Mercosur parce que, effectivement, l'Assemblée nationale, sauf LFI, avait donné mandat pour ne pas avoir le pouvoir de décision. Donc c'est ça qu'il fallait comprendre. On a toujours voté contre l'accord de Mercosur en disant on ne donne pas pouvoir à Macron et à la Commission européenne pour un choix dont on n'aura pas la maîtrise. Et ça a été difficile à faire passer dans les médias parce que le battage médiatique, on pourra en parler, a un petit peu terni notre message. Voilà, donc dans les dom-toms, la paix, ça a commencé quand même par la crise en Nouvelle-Calédonie, puisqu'on a été tellement fort que les accords de Nouméa, qui étaient normalement des accords d'autonomie tranquille sur le temps long, ont été bousculés par l'histoire de nouvelles élections où on voulait intégrer sur les listes de force Macron, comme toujours, des choses qui ont, mis les Kanaks en colère. Et non seulement la répression a été violente, mais en plus, les leaders ont été emprisonnés ici, dans l'Hexagone. Donc bien loin, je dirais, de leur lieu de contestation. La crise économique, on l'a senti dans les dom-toms, notamment en Martinique. Il y a eu un mouvement social qui fait que ces camarades payent leur nourriture 40% plus cher et n'ont pas beaucoup plus de revenus que nous. Donc, quelque part, il y a une grosse crise en Martinique, et il faut savoir qu'en Martinique, le pouvoir est tenu par les béquets, donc des familles ancestrales, qui se partagent un petit peu tout ce qui est possession du réseau de distribution. J'ai fini là-dessus, et enfin, le dérèglement climatique, c'est la crise à Mayotte. Donc là, votre député, il a quand même quelque chose à vous raconter sur Mayotte, parce qu'on a fait une loi spéciale, et si vous vous rappelez, je m'étais spécialisé dans la thématique de l'eau, et il faut que vous sachiez quand même que sur cette loi spéciale, pour l'instant, en commission des affaires économiques, sur 3 amendements que j'ai présentés avec les collaborateurs, les 3 ont été adoptés, 2 avec avis de sagesse de M. Valls, et un avec son opposition, et on a Eileen qui a fait des vidéos qui montrent comment se passe le travail en commission, et c'est un montage qui est très pédagogique, qui vous permettra de voir comment effectivement on arrive à l'emporter dans l'argumentation quand on est en commission, même si au départ on n'est pas un groupe majoritaire. Alors là, je vais arriver sur l'Hexagone, donc je vais essayer d'être un peu concis, mais c'est difficile, il s'est passé tellement de choses. Donc la paix civile, toujours, il faut que vous sachiez que le déni de démocratie de Macron du mois de juin, il est très violent. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on a effectivement vécu le résultat des élections qui vous dit quoi? Qui vous dit que on ne voulait pas du RN, 27 sondages l'ont donné gagnant, voire majorité absolue. Donc les gens se sont mobilisés, on est passé de 50% de participation à pratiquement 70% de participation, et les gens se sont vraiment mobilisés pour ne pas avoir le RN, et se sont mobilisés pour effectivement refuser que Macron soit, je dirais, gagnant après avoir perdu les élections européennes. Il perd les élections législatives, c'est lui qui décide de dissoudre. Et qu'est-ce qui se passe? En gros, il nous dit, ben non, j'ai gagné, je remets les mêmes. Il nous a baladés pendant tous les JO, en disant, bon, on a un gouvernement démissionnaire. Ben, ils ont quand même signé 1300 arrêtés et décrets, dont, par exemple, puisqu'on parle de sécurité, pour la police judiciaire, 500 contractuels qui sont passés à la trappe. Donc ces gens-là ont gouverné comme s'ils étaient au pouvoir, pendant qu'ils étaient démissionnaires, alors qu'ils ne devaient gérer que les affaires courantes. Donc ça, faut que vous l'ayez en tête. Cette violence de refus de la démocratie par la Macronie est un vrai problème. Alors, elle a poussé jusqu'où, la violence?
elle a poussé jusqu'à criminaliser les opposants politiques. Je vous signale que on était vraiment tous antisémites, les LFI, et puis ensuite ce sont les leaders syndicaux qui ont été condamnés parce qu'ils distribuaient des tracts. Les nôtres ont été convoqués au commissariat. Donc on n'a jamais vu ici en France, dans une démocratie occidentale, un tel traitement des oppositions, qu'ils soient politiques ou syndicaux. Donc quelque part, il faut que ça vous interpelle, parce que c'est pas anodin ce qui est en train de se passer. Quelqu'un qui perd les élections, qui à la fin nomme Barnier au bout de 3 mois, qui a 47 députés, il est censuré. C'est la première fois depuis 62 ans qu'on censure un gouvernement. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend Bayrou. Il a combien de députés? 37. C'est top, quoi. Et quelque part, on se demande pourquoi nos camarades socialistes n'ont pas censuré. J'arrête là. Donc, ce qu'il faut savoir dans la violence que l'on vit, c'est quelque chose de très important. Il y a 15 députés RN qui étaient sur un groupe Facebook, dont Madame Caroline Colombier, et merci à la Charentide d'avoir fait un article là-dessus, sur Interpellation, parce que cette dame était donc sur un groupe qui voulait tuer des Noirs, tuer des Juifs, tuer des musulmans et shooter des LFI. Donc, vous voyez un petit peu, donc quand on est normalement député, on est tenu, ce sont des délits, de signaler au procureur de la République, au nom de l'article 40, ce genre de délit. Ben non, ces 15-là, ils sont dans le groupe, et tout va bien, on peut dire n'importe quoi, on peut menacer les gens, ça ne les gêne pas. Je fais une petite parenthèse, si vous regardez un petit peu ce que je poste sur X, Sébastien Delogu a été menacé, on lui a envoyé une lettre avec une balle. Sachez que moi-même et mes collaborateurs sommes menacés de mort. Donc bon, on a porté plainte, ils ont retrouvé le gars. Quelque part, ça devient maintenant quelque chose de courant de menacer de mort et de faire exploser la permanence. Donc la violence médiatique et la violence macroniste libèrent les violences des actes. Donc ça, il faut l'avoir. Donc c'est gentil de dire que nous, on est un peu conflictuels et qu'on met un peu de bordel à l'Assemblée nationale, mais on est des enfants de cœur par rapport à ce que ces gens-là sont capables de faire pour ne pas lâcher le pouvoir. Et je vais aller même plus loin. Macron, il est mort, fini. Il est carbonisé. Le bloc bourgeois qui détient les médias, il faut que vous sachiez qu'il est prêt à travailler avec Le Pen ou Bardella. Il est prêt à travailler avec eux. Et l'inversion qui s'est faite, nous on l'a senti, on était des gens, des opposants de la gauche de rupture, on a été désignés comme l'extrême gauche, on nous a comparés à l'extrême droite, on a dédiabolisé l'extrême droite, et les vilains petits canards, c'est les Diables Rouges, c'est LFI. Donc je pense que, en parallèle de tout ça, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que on a quand même la chance d'avoir le pape. Rigolez pas. On a la chance d'avoir Dominique de Villepin. Rigolez pas, mais vous allez comprendre. L'ONU, parce que nous, la France Insoumise, on est sur une ligne de droit international. Donc c'est le droit international qui, effectivement, nous sert de boussole. Et donc, sur ce droit international, on a dénoncé les actes terroristes du Hamas et on a dit qu'ils avaient commis des horreurs. Et on a dit, il ne faut surtout pas dire que c'est un mouvement terroriste parce que sinon, Netanyahou, il va faire ce qu'il a fait. Donc, quand le pape a dit qu'il fallait arrêter, c'est un antisémite. Quand l'ONU a dit qu'il fallait arrêter, c'était des antisémites. Quand de Villepin a dit qu'il fallait arrêter, c'était des antisémites. Et là, ils se sont dit, non, quand même, on peut plus dire ça, quoi. Ça fait gros, ça se voit, quoi. Et donc, à partir de là, c'est fini. La France insoumise n'était plus antisémite. Et encore plus, quand la Cour internationale de justice, elle a décidé de lancer un mandat d'arrêt international contre Benjamin Netanyahou. Donc à partir de là,
on n'était plus antisémite, paf, est arrivé les 10 ans de Charlie Hebdo, et là on était contre la liberté d'expression, il fallait bien qu'ils trouvent autre chose. Donc ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que effectivement, on a ça à porter tous les jours, et on a effectivement cette capacité à résister, à tenir le cap, et ça, ils aiment pas ça. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire excuse-moi, mais je suis pas tout ça. J'arrive, voilà. Il m'a fait quelque chose d'extraordinaire, mais bon. Mais on est pas mal, hein, quand même. Hein. On est pas mal, okay. Donc la Macronie doit partir. Hein, les Français veulent une rupture, et le bloc bourgeois, j'en ai parlé. Le dérèglement et les enjeux climatiques au niveau de l'Hexagone, ça a été l'événement des Cévennes où on a eu des pluies torrentielles qui effectivement se sont abattues sur l'Hexagone et qui ont mis à mal nos infrastructures. Donc ce qu'on constate en fait, en gros, c'est que demain, si ce qui est arrivé à Mayotte arrive vraiment sur l'Hexagone, nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts. On a vu déjà que les incendies il y a 2 ans, pas cet été-là, celui d'avant, nous n'étions pas prêts, les Canadaires, il manquait des pièces détachées. Qu'est-ce qu'on a fait depuis? Rien. Et cette année, on a eu énormément d'eau, puisqu'il fait chaud, il y a plus d'évaporation, je vous l'ai dit tout à l'heure. Les événements climatiques vont être de plus en plus nombreux et violents. Et je dirais 800 mm d'eau qui sont tombés dans les Cévennes, c'est la panique, c'est les infrastructures qui dégagent, et aucune solution de repli. Donc quelque part, la résilience, on se rend compte qu'on n'est pas un territoire résilient. Donc ça, il faut que vous l'ayez en tête, parce que dans les élections à venir, si vous avez le NFP au pouvoir, apparemment ce sont les socialistes, si vous avez le NFP au pouvoir, vous aurez une capacité de résilience, pas demain, mais à 5, 10 ans, 15 ans, parce que c'est dans notre programme. Ce n'est pas dans le programme de Macron, ni de la droite, ni de l'extrême droite. Donc ça, c'est important de le savoir. Et si jamais, en attendant, vous vous intéressez aux élections locales, puisqu'il y a des gens qui s'intéressent aux élections locales, pensez à cette capacité de résilience locale. N'attendez pas de l'État, parce que il est en mauvais état, quoi. Donc, quelque part, il va falloir être résilient localement. Donc, un enjeu majeur, l'eau. Donc, on va déposer 2 PPL sur l'eau et quelque part on va déposer aussi une PPL sur, puisqu'on est dans les enjeux climatiques et les enjeux, je dirais, d'environnement, sur l'incinérateur. Donc ça, j'y viendrai tranquillement tout à l'heure. Hein. Donc l'eau, 2 PPL, l'incinérateur, 1 PPL. Et puis, vous verrez que le lien avec le local, on va remonter et je pourrais vous raconter tout ça. Alors là, je dis, je suis désolé parce que les chiffres, ils sont affreux. Au niveau national, vous avez 2 millions de pauvres en plus depuis 2017. Vous avez 11 millions de personnes qui ne mangent pas tous les jours à leur faim. 12 millions vivent en précarité énergétique. Un adulte sur 3 se prive de repas pour nourrir ses enfants. L'aide alimentaire a été multipliée par 3 en 10 ans. C'est ça la Macronie. Il y en a qui se gavent et il y en a qui souffrent. Donc il faut que vous sachiez qu'il y a maintenant plus de 2000 enfants qui dorment dans la rue. 7e puissance économique mondiale. On va finir par des choses un peu plus sympas, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais en gros, il faut que vous sachiez pourquoi votre député il se bat comme un chien là-bas. Parce qu'on ne peut pas laisser des gens comme ça continuer comme si de rien n'était. Les dividendes du CAC 40 ont été multipliés par 2 et les 500 plus riches de France ont vu leur patrimoine multiplié par 2. Il atteint aujourd'hui 1228 milliards, donc tout va bien pour eux. Hein. Mais on vous donnera quand même un peu à manger, il y en a ici. Je vais faire maintenant quelque chose de pédagogique pour vous et de vous expliquer, d'essayer de tenter de vous expliquer dans ces vœux pourquoi le RN et la Macronie, vous pouvez les repérer. Pourquoi vous pouvez les repérer? J'ai un paragraphe sur les services publics. Les services publics, hein, on l'a dit, hein, c'est le bien de ceux qui n'ont rien.
fais l'imbécile, toi, derrière. Non. Voilà. Et donc, les services publics, ils sont financés par quoi? Ils sont financés par l'impôt. Donc, si on ne veut pas payer d'impôts, on n'a pas de fonctionnaires. Il faut l'avoir en tête. Et nous sommes pour l'augmentation du SMIC, par exemple. La Macronie est contre et le RN est contre. Et qu'est-ce qu'ils proposent à la place? La baisse des cotisations sociales pour que, soi-disant, le net se rapproche du brut. J'avais le PDG de Michelin, avec les gens de la droite et de l'extrême droite qui étaient très contents du PDG de Michelin, qui maintenant licencie quand même. Hein. Et à un moment, ils nous parlent de ce que eux ils appellent les charges et nous les cotisations sociales. Et donc, il y a trop de charges. Et je dis, ce que vous ne dites jamais, monsieur le PDG et collègues de droite et d'extrême droite, ce que vous ne dites jamais, c'est qu'au Canada, le net est très proche du brut. Ils ont peu de cotisations sociales. Mesdames, madame, chère Aurore, si tu accouches au Canada, tu payes 50 000 $ canadiens. Je vais rester en France. Et donc, quelque part, il faut que vous sachiez effectivement ça, c'est que baisser les cotisations sociales, c'est dire, ah bah quand même, hein, l'assurance maladie est en déficit, on va dérembourser les médicaments. Baisser les cotisations sociales, c'est dire effectivement, oh bah la caisse de chômage, elle est un petit peu en déficit, vous aurez moins de droits. Et puis alors, on va baisser les cotisations sociales, mais va bien falloir travailler jusqu'à 64 ans, puisque on assèche aussi la caisse d'assurance vieillesse. Eh bien, quand vous prenez le discours des finances, le discours budgétaire macroniste et le discours budgétaire du Rassemblement national, vous comprenez que le bloc bourgeois, il n'en a rien à faire d'avoir Macron ou Le Pen, ce sera pour eux exactement la même chose. Donc ça, c'est important que vous le sachiez. Donc en octobre, nous on a fait le budget, on avait un budget qui était un budget de massacre de Barnier, et on a réussi avec quelques amendements, entendez bien quand même, quelques amendements, on a réussi à récupérer 75 milliards d'euros. 75 milliards d'euros. Et on s'est permis une dépense, on est fou hein, pour la santé et l'éducation nationale, on s'est permis une dépense de 17 milliards d'euros. Donc avec les 58 milliards encaissés, on était pratiquement à un déficit de 3%, critère de Maastricht, et avec les 15 milliards, on pouvait éviter les morts sur les brancards et la suppression des 4000 postes de profs, etc., etc. Donc on a montré, et là ça a été un grand moment, je pense, qu'il faut que vous sachiez que j'ai vécu, que je partage avec vous. Ça a été un grand moment parce qu'on a prouvé avec Charles de Courson, qui n'est pas LFI, et Éric Coquerel, qui est LFI, qui est le président de la commission des finances, pardon, on a prouvé qu'on était capable de gérer ce pays. Et ça, même chez les médias qui nous aiment pas, ça a percuté, ça a fait son effet. Et tout doucement, je pense que c'est en train de mûrir dans la tête des gens. J'en arrive à la Charente et je vais finir par là. J'en profite pour remercier vraiment mon équipe d'assistants parlementaires qui a fait un travail exceptionnel. Je remercie, elle est où, votre députée suppléante, Aude Marchand, et ma collaboratrice Aileen Stex, qui par leur détermination arrivent à trouver des solutions lorsque les femmes et les hommes sont sans solution. On n'a aucun pouvoir local, ils viennent frapper à la permanence et ils ont ici deux voix qui les écoutent, qui les prend, qui les accompagne du mieux. Et on a juste, même quand on ne peut rien faire pour eux, on a juste merci de nous avoir écoutés. C'est ça qu'on a. Ils n'ont plus personne qui les écoute. Donc ça, merci à vous deux. Et puis je voulais remercier les garçons quand même. Hein. Mathieu. Et Anthony, qui m'accompagne dans le travail de contrôle du gouvernement. Donc sachez que les députés sont aussi là pour contrôler le gouvernement, au-delà des propositions de loi qu'ils portent, et qui préparent le travail parlementaire vu de la circonscription pour des amendements qui remontent, je dirais,
sur la santé, sur l'incinérateur, des choses comme ça. Et à Paris, j'allais pas là, mais j'aimerais remercier Aurélie Lepointre, qui, elle, bon, je peux le dire, c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment d'un haut niveau et qui m'aide beaucoup. C'est grâce à elle, pardon, que j'ai pu passer les 3 amendements dont je vais parler tout à l'heure, parce qu'elle a fait un travail extraordinaire. Elle m'a accompagné sur le dossier de l'eau, et c'est quelqu'un qui vraiment navigue très bien. Elle était collaboratrice parlementaire de Younous Omarjee, donc au niveau du Parlement européen. Donc elle est revenue en France, elle a accompagné Bénédicte Taurine, et elle m'accompagne aujourd'hui, donc je suis très content qu'elle complète l'équipe. On peut s'appuyer sur elle quand on a besoin d'informations. Alors j'en arrive, après les remerciements de mes collaborateurs, très vite, les combats qu'on a menés ici, c'est la mobilité pour la ligne, je dirais, de train Angoulême-Limoges. On ne lâche pas le morceau. Sachez qu'on demande 200 millions, là où la LGV coûte 14 milliards. Quoi. Donc, et la A69, je ne sais pas combien non plus. Donc, dans les choix de mobilité, là, on a quand même un président de région qui ferait bien un petit peu de nous écouter, parce que on a la possibilité, non pas de privilégier le véhicule individuel ou les transports de marchandises par camion, mais bien un transport collectif qui est quand même bas carbone, qui s'appelle le train et qui marche bien en France. Donc avec mon équipe, nous travaillons donc à la proposition de base sur les incinérateurs. J'ai un scoop à donner. Donc le 4 février, je vais pouvoir directement interroger le ministre, normalement, de l'aménagement du territoire, hein, c'est celui qu'on a choisi. Et le ministre de l'aménagement du territoire doit pouvoir nous dire ce qu'il compte faire sur les incinérateurs. Je vous le fais rapidement. Les incinérateurs, la plupart, en France, brûlent entre 800 et 950, entre 850 et 900 degrés, à peu près. Je les appelle basse température, bien que c'est des... Pourquoi? Parce que à cette température-là, les PFAS dont vous avez entendu parler, qui sont très nuisibles sur la santé, qu'on retrouve à 20 km autour des usines d'incinération, ces PFAS, non seulement ils résistent, mais en plus, il y en a quelques-uns qui se décomposent en PFAS encore plus toxiques. On les retrouve dans les mâches-fer. Les mâches-fer, c'est ce qui reste à la fin dans les fours. On ramasse ça, on met ça sur les routes, on met du goudron dessus, et avec la pluie, on a maintenant des PFAS dans toutes les nappes phréatiques et dans tous les sols. Donc ça, il faut que vous le sachiez. Et l'incinérateur proposé par Calitom, il est de ce type-là. Et on a l'INERIS qui nous a accompagnés et qui nous a confirmé qu'à 1400 degrés, on minéralise, je dirais, on rend, je dirais, on vitrifie donc les PFAS et ils deviennent inoffensifs. Donc la question que je vais poser au ministre, est-ce qu'il va donner des autorisations pour des incinérateurs du type basse température, ou est-ce qu'on pense l'aménagement du territoire pour que même si on doit en construire, on arrête ceux qui polluent, si on ne peut pas les mettre à 1400 degrés, et on en construit peut-être 2, 3, 4, je ne sais pas, sur une pensée complète de l'aménagement du territoire en France, et à partir de ce moment-là, on dit il brûle à 1400 degrés pour éviter d'avoir les pollutions qu'on a actuellement. Donc ça va être porté avec la PPL qui est déposée la semaine, dans 15 jours, au niveau du Parlement. L'association COSIP et la société Calitom vont s'inviter tranquillement, et puis ça va être intéressant. Après, les combats qu'on a menés sur l'industrie. L'industrie, c'est... alors, il y a eu 66 000 défaillances d'entreprises et beaucoup d'industries ont été délocalisées. On prévoit 300 000 chômeurs supplémentaires en 2025. Vous imaginez ce que ça fait. On avait donc Sunnyfirst et le CAS Industrie. Je vous remercie d'être là parce que ça nous a fait plaisir de vous accompagner dans votre combat. Donc, je voulais remercier déjà votre fait que vous n'avez rien lâché, que vous êtes encore au combat. Et quelque part, pour moi, il est très important qu'on ait des gens comme vous parce que vous allez donner l'exemple. C'est-à-dire que quand on est broyé par la Macronie, quand les gens ne disent rien, on a des salariés qui disent ben « non, on n'est pas d'accord ».
Et nous, on vous accompagnera toujours dans ces combats-là, sachez-le. Et on est fiers de vous pouvoir vous accompagner parce que votre capacité de résistance à ce monde qui privilégie quelques-uns et qui massacre les autres, il ne vous convient pas, il ne nous convient pas, et vous nous aurez toujours à vos côtés. Sachez-le. Alors, je vais conclure. Je souhaite que la loi sur la fin de vie puisse être mise à l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce que j'étais chef de file sur cette loi sur la fin de vie. Et c'est quelque chose qui est très demandé, surtout par les associations comme l'ADMD locale. On a beaucoup travaillé sur le sujet et elle s'est arrêtée à cause de la dissolution. Là encore, votre député, c'est pour ça que j'en parle, pour avoir eu des réunions locales très importantes, pour avoir rencontré de Monseigneur Gosselin, qui est un peu contre, aux associations qui sont pour, j'ai pu emmener à l'Assemblée nationale et emporter quelque chose d'important sur un amendement, là aussi, qui a énormément clivé parce qu'il coûte 8 milliards d'euros, celui-là. C'est le droit opposable aux soins palliatifs. Pour que cette loi sur la fin de vie puisse être acceptable, il fallait qu'on se débarrasse de « oh bah s'il a une petite dépression, on peut le tuer ». Vous voyez ce que je veux dire? Il n'est pas bien, on peut le... Non. On a dit... c'est une loi sur la fin de vie, il y a des critères, et les 30 départements qui n'ont pas de soins palliatifs doivent avoir des soins palliatifs parce que c'est la première chose qu'on doit proposer. Et puis, si la souffrance est vraiment réfractaire, alors, si la personne le souhaite, on déclenche le processus de fin de vie. Donc, quelque part, cet amendement qui donnait le droit opposable aux soins palliatifs a permis d'emporter la conviction de gens adversaires qui se sont abstenus et on a réussi à avoir une majorité effectivement dans l'Assemblée nationale. La gestion de l'eau, donc sachez que j'ai déposé une proposition de résolution sur un scandale sanitaire de Nestlé qui depuis de nombreuses années vous vend en bouteille de l'eau qui n'est pas minérale. Donc elle n'a pas été reprise, c'est dommage, mais ils se sont arrangés un peu avec le gouvernement pour payer 200 millions d'amendes, quand même, et pour pas que le scandale aille au tribunal. Donc, quand on vend de l'eau minérale, on n'a pas le droit de la trafiquer. On la prend dans la source, on la met en bouteille et on vous la vend. Là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils la prennent dans la source. Oh zut, elle est polluée. Bah ouais, hein. C'est pas grave, on la traite comme l'eau du robinet et on vous la vend 200 fois plus cher. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, on vous vendait de l'eau du robinet en eau minérale et 200 fois plus cher. Donc, un petit scandale qu'il faut savoir, couvert par la Macronie. Donc, les liens avec Mayotte, j'y viens. Donc, ce travail sur l'eau m'a permis de déposer 3 amendements. J'en ai parlé tout à l'heure. La PPL, j'en ai parlé tout à l'heure. Et je vais donc initier cette année une table ronde sur l'intelligence artificielle qui va impacter 300 millions d'emplois dans le monde dans les 5 ans à venir. 300 millions d'emplois vont disparaître, pas être transformés. Disparaître. Et il y en a qui vont être transformés. Donc l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui va vite, très vite. Personne ne semble vraiment bien au courant de ce qui se passe. On a auditionné les syndicats qui sont un petit peu secs là-dessus. Et votre député donc va s'approprier ce champ de travail et va travailler sur l'intelligence artificielle. La prochaine Agora, l'Agora c'est ce qu'on va reprendre tous les mois, va traiter de l'intelligence artificielle localement comme on a l'habitude de le faire. Bon, après, qu'est-ce que je peux vous dire? Que votre député a porté haut et fort ce qu'on appelle la taxe au kilomètre. Donc j'ai réussi, j'ai échoué à le mettre dans le programme des européennes que Manon Aubry a porté, mais j'ai réussi à pouvoir l'instaurer dans le programme du NFP. Elle fait partie des 150 mesures. Alors, autour du pot, si ça vous intéresse, je développerai ce que c'est que cette taxe au kilomètre à la hache. Plus un produit voyage, et plus il est taxé. On peut moduler en fonction du mode de transport, mais quand on creuse l'affaire, ça permet de redévelopper des dynamiques locales, parce que on prend le bâtiment qui est en difficulté, une plaque de placo-plâtre
qui vient d'Espagne, si elle fait 1000 km, 500 km, elle va arriver ici plus cher que ce qu'on est capable de produire. Donc on pourra avoir des vrais emplois bien payés si cette taxe au kilomètre est mise en application. Donc sachez qu'on se battra toujours pour l'abrogation de la réforme des retraites et contre la retraite à 64 ans. Et enfin, quelque chose qui nous tient à cœur et que je porterai même localement, si jamais vous allez arriver à gagner des élections municipales, c'est le principe d'un pôle public de l'énergie. Donc ça, en gros, je vais terminer là-dessus parce que avoir libéralisé le prix de l'énergie, c'est le péché originel de tous nos malheurs. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait que les factures de certaines entreprises ont été multipliées par 5, que des boulangeries ont fermé, que les ménages, ils ont dû payer des factures beaucoup plus grandes et le reste à vivre était moindre. Donc quand le reste à vivre est moindre, on consomme moins. Quand on consomme moins avec des prix qui montent, on a ce qu'on appelle une spirale récessive, d'où les 66 000 défaillances d'entreprises et les 300 000 emplois qui vont dégager. Donc tout est parti de la libéralisation du prix de l'énergie. Donc on est pour un pôle public de l'énergie. Voilà, donc la lutte toujours dans le tissu local, industriel, elle n'est pas terminée puisque il risque d'y avoir d'autres entreprises touchées. J'avais écrit à Clairefontaine, qui n'a pas donné de nouvelles, pour essayer de vous trouver un repreneur. J'avais écrit aussi au préfet pour appuyer une démarche syndicale sur un repreneur éventuel. Vous me direz tout à l'heure si vous avez des nouvelles. Et j'ai à peu près fait le tour, donc voilà, je vais lire la conclusion. Je n'ai pas trop suivi le plan, mais je vais lire la conclusion. Je souhaite que ce calvaire de 7 ans de macronisme s'arrête, que Macron dégage. Tu m'as mis ça dans le texte, hein? Que Macron dégage. C'est voilà. Que Macron démissionne. Pour qu'enfin le choix des urnes soit respecté avec un gouvernement du NFP, sans PS, tu l'as pas mis, qui pourra appliquer son programme. Pour 2025, mon équipe et moi-même vous souhaitons une bonne et heureuse année. Je vous souhaite le meilleur sur le plan personnel et souhaitons-nous de nouvelles belles et grandes victoires comme celles que nous avons obtenues sur l'IVG, par exemple. Victor Hugo disait « Ce qui est combat dans le présent est victoire dans l'avenir. Nos combats de 2024 appellent les victoires de demain. Macron ne pourra pas éternellement passer en force. C'est parce que notre cause est juste que nous gagnerons et gouvernerons. » Je vous remercie.